Sur le champ de bataille de Solferino, le sous-lieutenant von Trotta sauve la vie de l'empereur d'Autriche. Cet acte lui vaut d'être anobli. Arrachés à leurs conditions de paysans slovènes, les membres de la famille von Trotta voient leur destin bouleversé. Sur 3 générations, l'auguste faveur se transforme en une malédiction irrémédiable, un requiem sur la chute de la monarchie austro-hongroise. Ceci est la 4e de couverture de La marche de Radetzky de Joseph Roth. Et aujourd'hui, après avoir lu ce livre, je trouve qu'il faudrait complètement réécrire cette 4e de couverture, qui, pour moi, ne reflète pas la modernité des thèmes qui sont traités dans ce livre. Car quand on lit la 4e de couverture, on a l'impression que c'est une fiction historique, en tout cas dans un contexte historique, une fiction générationnelle, qui aurait un peu de Zola avec les différentes générations, mais aussi, il y a de ça, c'est sûr, mais pour moi, l'essentiel n'est plus là. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec vous, donc ce livre, La marche de Radetzky, que j'ai énormément aimé, qui m'a perturbé, qui m'a beaucoup ému, sur, pour moi, les thèmes aujourd'hui qui en font leur grande modernité et à quel point, finalement, une lecture réactualisée de ce livre est beaucoup plus intéressante que la seule 4e de couverture le laisse entendre. En toute humilité, bien sûr. Non, ce n'est pas la bonne lecture. Moi, je vais vous donner la bonne lecture du livre. Tout va bien. L'ego se porte bien. J'ai déjà parlé de Joseph Roth dans l'épisode de Hiatus, mon podcast, sur la banalité du mal, l'extrême droite et les représentations de l'extrême droite en littérature. J'avais lu La toile d'araignée, qui est un de ses romans jeunesse, donc non achevé, et j'avais découvert, en me renseignant sur La toile d'araignée et sur Joseph Roth, ce livre qui est donc le plus connu de Joseph Roth. Joseph Roth est un auteur vraiment dont la plume est absolument sublime, qui pour moi gagne à être davantage connu en France, parce qu'il est assez connu dans le monde germanophone, mais finalement assez peu en France, ou en tout cas j'en ai presque jamais entendu parler, alors que son homologue Philip Roth, lui, est très connu. La promesse de la marche de Radetzky m'avait énormément plu, ce fond, cette dimension historique sur l'Empire austro-hongrois, ces destinées familiales enchevêtrées, avec pour moi un soupçon de Zola, et encore une fois la magnifique écriture de Joseph Roth. Pour moi, tout me conduisait à lire ce livre. Et en fait, aujourd'hui, je trouve qu'il ne traite pas tant de la chute de l'Empire austro-hongrois que de la fracture entre les générations, que des difficultés ressentis, vécus entre les générations pour se parler, pour se comprendre. Thème incroyablement actuel aujourd'hui quand on voit les résultats des élections présidentielles et les tensions que cela crée entre des générations qui ne se parlent plus, ne se comprennent plus. Il ne s'agit pas tant de destinée familiale que du poids du patriarcat pour les hommes et la santé mentale des hommes. Que ce n'est pas tant les destins individuels et semi-héroïques ou héroïques que les dangers de l'alcoolisme, du jeu, dans des contextes d'isolement social. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler, et c'est ce que je souhaite explorer avec vous aujourd'hui, la relecture d'un livre sous une nouvelle lumière sur des thèmes d'actualité et quel intérêt ça peut avoir pour nous. Sachez aussi que ce livre a été publié en 1932, c'est-à-dire il y a presque 100 ans. Presque. Donc, être capable d'être pertinent et d'être réactualisé comme ça, pour moi, c'est aussi une marque d'un grand livre. Lors de la bataille de Solferino, évidemment, tout le monde sait que la bataille de Solferino oppose en 1859 les armées de Napoléon et les armées sardes à celles de l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier. Évidemment, moi je n'ai pas du tout cherché sur Wikipédia. Le jeune lieutenant d'infanterie Trotta, il voit l'empereur, magnifique, sur son cheval, traverser le champ de bataille. Mais un champ de bataille où la bataille est en cours, pas juste je rends visite à mes troupes dans l'arrière-garde, dans vous m'avez comprise. Mais quelle inconscience du danger. Le jeune Trotta fait quelque chose d'impensable. En plus, à l'époque, l'empereur, c'était un demi-dieu, c'est quelqu'un d'intouchable, c'est une fonction bien plus qu'une personne. Donc il s'élance, il le saisit, il le jette en bas de son cheval, et tant mieux, car, évidemment, en voyant l'empereur, il se prend plusieurs balles. Heureusement, l'empereur est indemne, sauf le jeune Trotta qui se prend une balle dans la clavicule. Il a donc sauvé la vie de l'empereur. Bravo, Trotta. Trotta se rétablit et au passage, il se fait anoblir. Bah oui, il a sauvé la vie de l'empereur. Et il devient le baron Trotta von Sipolje,
qui est le village de ses origines, car il est issu en fait d'une lignée de paysans slovènes. Son père était maréchal des logis, je pense, et dans tout le livre, on va parler des von Trotta, baron von Trotta. Et vous voyez dans la 4e de couverture ou dans d'autres descriptions du livre, on va vous parler d'une épopée générationnelle familiale sur 3 générations. Mais en vérité, on ne suit pas des familles à proprement parler. Les personnages principaux, on suit bien 3 générations, donc le grand-père von Trotta qui se fait anoblir, son fils von Trotta, qui lui va être préfet dans l'administration, et le petit-fils, Charles-Joseph, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que tout le monde s'appelle Joseph quelque chose, Charles-Joseph, qui lui va suivre la lignée de son grand-père et devenir militaire. C'est simplement ces 3 hommes qu'on va suivre, ils n'ont pas de famille, de manière assez opportune, le grand-père et le père ont tous les deux perdu leur femme assez jeune, ils n'ont qu'un enfant, donc c'est pas vraiment une épopée familiale au sens de grande famille, c'est plus générationnel. Et le fait qu'il n'y ait pas de femmes, ou presque pas de femmes dans ce livre, n'est pas dérangeant pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Au contraire, je trouve que ça sert encore plus la modernité et le dessin du livre. On va suivre leur vie, leur destinée, et comment chaque homme va peser sur la génération, même les générations qui le suivent. Et oui, le contexte du livre, c'est bien l'Empire austro-hongrois. Il y a énormément de dimensions historiques dans le livre, mais pour moi, le cœur est ailleurs. C'est un livre sur le patriarcat, sur la masculinité toxique et surtout inconsciente, et la monoparentalité vécue par les hommes envers d'autres hommes. C'est beau, c'est touchant, c'est puissant. La plume de Joseph Roth est telle que j'ai ressenti des émotions de manière très vive, et je ne m'y attendais pas du tout, mais je me suis retrouvée à pleurer plusieurs fois, parce qu'il y a des passages qui sont d'une beauté et d'une tristesse absolument incommensurable. J'avais envie de dire ce mot. Dès l'introduction du personnage du grand-père, les personnages annoncent qu'on n'est pas dans n'importe quel livre. Et aussi, les personnages de Joseph Roth sont incroyablement, en tout cas, sinon modernes, enfin, pour moi, ils sont modernes, mais ils ne sont surtout pas convenus. Il n'y a rien d'attendu ou de banal dans la description des personnages et dans la complexité de ces personnages. Pourquoi ? Exemple très concret, parce que le grand-père, donc von Trotta, le héros de Solferino, il fait son apparition dans les livres à destination des jeunes élèves de l'Empire. Donc voilà, l'histoire, la légende de von Trotta et comment il a sauvé l'empereur est racontée dans les livres et enseignée aux jeunes élèves. Et il tombe dessus et en fait il est profondément choqué par ce qu'il lit. Pourquoi ? Parce que l'histoire n'est pas du tout fidèle à la réalité. Par exemple, on dit de lui qu'il est un cavalier, alors qu'il est dans l'infanterie, en fait, il était par terre quand il a tiré l'empereur hors de son cheval. Mais l'infanterie, en fait, est considérée comme moins noble que la cavalerie. Et toute l'histoire, toute son intervention est magnifiée, tout comme l'inconscience bornée de l'empereur d'aller s'élancer sur le champ de bataille, alors que c'est un jeune empereur un peu fougueux. Et plutôt que se dire c'est pas grave, j'ai ma place dans l'histoire et même s'il y a des petits ajustements, on va dire, pas de problème, ça énerve sérieusement le grand-père. Mais sérieusement. Il se plaint à l'autorité militaire qui ne comprend pas trop, car, encore une fois, c'est un véritable honneur. Et je dirais même que certains iraient se convaincre que oui, c'est comme ça que ça s'est passé, parce que finalement, c'est une lecture plus flatteuse de leur propre intervention. Mais que nenni ! Le grand-père va jusqu'à demander une audience à l'empereur, qui le reçoit parce qu'évidemment, c'est le grand héros de Solferino, et il demande à l'empereur de modifier, il lui dit « mais attendez, c'est pas ce qui s'est passé ». Et l'empereur est un peu surpris, un peu embêté, mais il va quand même accéder à la demande de von Trotta, donc il fait tout simplement enlever ce passage des livres d'histoire, condamnant au passage la légende du héros de Solferino à rester dans les archives militaires et à ne pas être enseigné aux générations futures. Il se condamne lui-même à l'oubli, mais parce que la vérité est plus importante pour lui. Il n'empêche que le grand-père est dégoûté par ce révisionnisme, par le rôle en fait de l'appareil militaire. Il décide de prendre sa retraite en anticipation, alors qu'il aurait pu avoir une carrière absolument fulgurante. Toute cette histoire est le point de départ du livre, car après son passage à la retraite, le grand-père interdit à son fils de rejoindre l'armée. Il l'oblige, il lui dit non, toi tu seras fonctionnaire, voilà. Et donc le fils devient préfet, car à l'époque, on écoute son père et c'est lui qui a raison sur sa destinée, alors que le fils lui-même avait cette appétence, il avait envie de rejoindre l'armée. Et l'essentiel du livre, en fait, se concentre non pas donc sur le grand-père, ça c'est
les quelques premiers chapitres, mais vraiment sur la relation du père, donc celui qui est préfet, et du petit-fils, donc celui qui va devenir militaire. Et le petit-fils n'aura donc jamais connu le grand-père, seulement son aura et son histoire. Le fils écoute donc son père, il passe des concours, il devient préfet dans une ville, il devient un notable bien assis, qui aime son boulot et qui le fait bien tous les jours avec sérieux. Il aura toujours ce regret de n'avoir pas pu choisir la carrière qu'il souhaitait. C'est pour ça aussi que quand lui-même a un fils, il l'encourage à faire des études militaires. Charles-Joseph rejoint donc l'école militaire pour devenir cavalier. Et oui, précisément ce que l'histoire travestie avait fait de son grand-père. Mais le fils est en réalité un élève assez médiocre. Alors peut-être pas médiocre, mais du moins lambda, sans aucune disposition particulière, ni à la cavalerie, ni à l'art militaire en général. Mais comme il est un von Trotha, malgré ses résultats moyens, il peut prétendre aux meilleures places dans les meilleures garnisons et n'aura aucun souci pour son futur. Charles-Joseph, en plus d'être un élève moyen, a des prédispositions à des symptômes de type dépressif. Et il lui arrive des choses qui vont renforcer cet état naturel de prédisposition, donc à la dépression. Et je ne suis pas en train de m'improviser médecin pour émettre un diagnostic clinique sur un personnage de fiction, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont en ce sens, et peut-être même que ce qu'on appelait mélancolie avec le XVIIIe siècle, en fait, c'était des symptômes de l'état dépressif. Je ne sais pas si ça a été déjà documenté, mais voilà, petite pierre dans la mare. Plusieurs choses se passent. Alors déjà, donc avant même qu'il rejoigne sa garnison de cavalerie, quand il est encore élève, il a une relation avec la femme du maréchal des logis. Bon, à vrai dire, c'est elle qui lui met carrément le grappin dessus. La relation dure très longtemps, dure quand même plusieurs mois. Et en fait, à la fin de la première partie, la femme du maréchal des logis meurt en couche. C'est jamais dit, mais la lecture se laisse sous-entendre qu'il est possible, en plus, que ce soit le fils de Charles-Joseph, et donc non pas de son mari. Et ça va le laisser dans un état de grande tristesse, parce qu'elle est morte du jour au lendemain, il n'était même pas au courant qu'elle était enceinte, et du jour au lendemain, son monde, en fait, et ses habitudes s'effondrent. Et dès le début de cette première partie, la relation entre le père et le fils est belle, assez unique et vraiment touchante. Parce que, par exemple, donc le maréchal des logis, c'est un homme assez sympathique, il ne fait pas de scandale, mais il retrouve les lettres que Trotha avait écrites à sa femme, donc que le petit-fils avait écrit à sa femme, et il les donne au père, son père qui lui dit juste, la prochaine fois, ne laisse pas de lettres. Et son père, on va le voir, il va faire tout ce qu'il peut pour protéger son fils, et il l'aime d'un amour très sincère. Sur cet événement tragique, il est l'heure pour Charles-Joseph de rejoindre sa garnison de cavalerie. Et en fait, il ne se sent pas vraiment à sa place dans l'univers militaire. Il est déjà toujours déprimé de la mort de la femme qu'il aimait. Et dans ce marasme ambiant où les militaires, finalement, ils vont joyeusement au bordel, ils jouent aux cartes, il se fait un seul ami, le médecin du régiment, qui est un médecin juif. Eux deux, ils n'aiment pas aller au bordel, ils vont marcher, ils vont parler, ils n'aiment pas en fait cette ambiance trop viriliste, mais ils apprécient énormément leur compagnie l'un de l'autre et ils nouent une véritable amitié. Et sauf que, à la suite d'une sordide histoire d'honneur, le médecin et un autre membre de la cavalerie s'affrontent en duel. En plus, c'est particulièrement triste car le médecin, c'était un vieil homme qui devenait myope, qui voulait plus exercer son métier, qui avait envie de faire autre chose, dont la femme ne l'aimait plus et qui était très déprimé par rapport à ça. Il se retrouve coincé dans ce duel et il est persuadé qu'il va mourir parce que lui-même ne sait pas vraiment manier l'arme. Il posa doucement les mains sur ses épaules, secouées par les sanglots, et pencha ses lunettes étincelantes sur les cheveux châtains du sous-lieutenant. Il en avait déjà fini avec les affaires de ce monde, le sage docteur de Mans. Les morts n'étaient-ils pas ses amis? Son puéril amour pour sa femme s'était éteint. De la jalousie qui brûlait encore douloureusement son cœur quelques semaines plus tôt, il ne restait plus qu'un petit amas de cendres refroidies. Le testament qu'il venait de rédiger était dans la poche de sa veste, avec l'adresse de son colonel. Il avait peu de choses à léguer, peu de gens auxquels penser, et n'avait donc rien oublié. L'alcool le rendait léger, seule l'attente l'impatientait. Et voilà que maintenant, devant son jeune ami, il se retrouvait déconcerté et myope, comme toujours. Oui, il y avait encore de la jeunesse, de l'amitié, des larmes qu'on répandait pour lui. Tout à coup, il éprouva de nouveau la nostalgie de sa misérable existence, de la rebutante garnison, de l'uniforme détesté,
des ennuyeuses consultations, de la puanteur des rassemblements d'hommes déshabillés, des vaines vaccinations, de l'odeur féniquée de l'hôpital, des vilaines lubies de sa femme, de la sécurité mesquine de sa maison, les jours gris de la semaine, du bâillement des dimanches endormis, des suppliciantes heures d'équitation, des absurdes manœuvres et de sa propre tristesse face à toute cette trivialité. À travers les sanglots et les gémissements du sous-lieutenant, éclatait le puissant et retentissant appel de la terre vivante et, tandis que le docteur cherchait une parole qui pût consoler Trotta, la pitié inondait son cœur, l'amour dardait en lui 1000 langues de feu. L'indifférence dans laquelle il avait vécu ces dernières journées était déjà bien loin derrière lui. Et en fait, l'issue du duel est terrible car les deux hommes finissent par se tuer l'un l'autre. Donc, le pauvre médecin, le seul ami de Charles Joseph, finit par mourir pour une idée en plus complètement stupide et arriérée de duel et d'honneur. La mort de son ami, c'est un peu ce dont il n'avait pas besoin, ça le déprime énormément. Plus rien n'a de sens ni d'intérêt pour lui. Il ne veut pas rester là où tout lui rappelle la mort de son ami. Il va demander à être envoyé dans le village de son ancêtre, donc dans le village de Cipodle en Slovénie. Mais en fait, c'est quand même considéré comme trop nul pour le petit-fils du héros de Solferino. Et donc, en fait, on accède à sa demande, mais pour l'envoyer plutôt dans un village frontalier, dans une ville frontalière aux confins de l'Empire, proche de la frontière russe. Et en plus, il passe dans l'infanterie, donc il devient finalement comme son grand-père. Et s'il était déjà dans des circonstances favorables de l'expression de sa dépression dans la cavalerie, il est dans un contexte bien pire à présent. Vraiment, cette garnison lointaine est située dans des marécages. C'est une minuscule ville où il y a absolument rien à faire, où il est loin de tout, et où en plus, les gens autour de lui ne sont pas... sont aussi des sortes de brigands qu'on a envoyés là, enfin des militaires, mais on va dire pas le haut du panier. Et il y a littéralement rien à faire pour des gens dont le métier est quand même de faire la guerre. Et l'ambiance n'est pas la même, c'est comme si tout était contaminé par cette morosité, par cet ennui ambiant. Et Charles Joseph, on va le découvrir, c'est plutôt un gentil, c'est même a priori plutôt un gentil, mais il est non seulement influençable, mais il est quand même assez faible aussi de personnalité. Faible dans le sens où il n'a pas un fort caractère. Donc il va se laisser en fait complètement lui-même contaminé par cette morosité et ce marasme. Au début, il est là, il fait son boulot comme tout le monde, il vit ses journées comme tout le monde, il veut surtout oublier ses tristesses et ce qu'il a amené ici. Sauf que comme tout le monde ou presque, vu qu'il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à boire. D'abord joyeusement pour faire la fête, puis quotidiennement, et puis plus du tout pour rigoler. Depuis plusieurs semaines, le sous-lieutenant Trotta s'était habitué aux 90 degrés. Il ne vous montait pas à la tête, il vous tombait seulement dans les pieds, comme disaient volontiers les amateurs. Tout d'abord, il produisait une agréable chaleur dans la poitrine, le sang commençait à rouler plus vite dans les veines, l'appétit remplaçait le mal de cœur et l'envie de vomir. Alors on reprenait encore à 90 degrés. Si froid et si sombre que fut le matin, on s'y enfonçait avec courage et de la meilleure humeur du monde, comme dans un matin ensoleillé et heureux. Pendant le repos, on mangeait un morceau en compagnie des camarades à l'auberge frontière, au voisinage de la forêt frontière où les chasseurs faisaient l'exercice, et on buvait un nouveau coup de 90 degrés. Il vous coulait dans le gosier comme un incendie qui s'éteint lui-même. C'est à peine si l'on sentait que l'on avait mangé. On retournait à la caserne, on se changeait, on allait déjeuner à la gare. Bien qu'on nous fait un long trajet, on n'avait pas la moindre faim. En conséquence de quoi on reprenait un 90 degrés. On mangeait et on avait immédiatement envie de dormir. On buvait donc du café noir et un nouveau 90 degrés par-dessus. Bref, il n'arrivait jamais au cours de l'ennuyeuse journée qu'on eût un motif de ne point boire un petit verre d'eau-de-vie. Il y avait au contraire bien des après-midi et des soirées où il était indiqué de prendre de l'alcool. Car la vie devenait facile aussitôt qu'on avait bu. Ô miracle de cette frontière, elle rendait la vie difficile à l'homme à jeun, mais à qui permettait-elle de rester à jeun ? Comme tout le monde, il boit pour combattre cet ennui, et il ne sait plus s'arrêter. Il ne se rend même pas compte qu'il devient alcoolique. Il est constamment dans cet état larvaire d'hébétude. Il ne devient pas agressif ou une autre version de lui-même, mais il devient, sa peau est grise, il est comme l'ombre de lui-même. Et les pages, les chapitres même de son alcoolisme progressif sont terribles, car on a envie d'aller aider Charles Joseph, on a envie que quelqu'un vienne l'aider, le tire de là, mais c'est plutôt l'inverse qui se passe.
Car en fait, dans ce lieu, la boisson ne va pas sans le jeu. Les jeux de hasard, les jeux d'argent. Et au début, Charles-Joseph ne joue pas, mais il se laisse entraîner dans cette dynamique du jeu. Il contracte quelques dettes, mais poussé par les autres, surtout par ses chefs, il devient en quelque sorte un pigeon, parce que lui-même ne joue pas tant que ça, mais perdu dans cet état d'alcoolisme constant. Il devient un pigeon, et c'est-à-dire que ses chefs, beaucoup de personnes lui font signer des reconnaissances de dettes, de leurs propres dettes, de leur propre perte de jeu, en lui promettant des gains futurs et évidemment de le rembourser pour plus tard. Vous voyez que ça s'annonce pas terrible pour Charles-Joseph. Son père est alerté et décide de lui rendre visite, ce qui est déjà un événement très rare dans cette petite ville où il ne se passe absolument rien au bout de l'Empire. Il s'inquiète énormément pour son fils. Il se rend compte que son fils ne va pas bien. Il tente de lui dire qu'il doit se calmer sur l'alcool, mais il finit par s'en aller et rien ne change vraiment pour Charles-Joseph. Il reste quand même dans cette garnison. Son père, soit ne se rend pas compte, soit minimise, soit... Il y a sans doute plein de raisons, mais il ne se rend pas compte de l'ampleur de la détresse psychologique de son fils. Ce n'est pas juste un cas de boisson un petit peu poussée, c'est un cas de dépression alcoolique vraiment très grave. Monsieur von Trotta restait perplexe à côté de son fils. Il ne comprenait pas très bien ce que disait Charles-Joseph, mais il pressentait aussi que ce n'était pas seulement l'ivresse qui parlait par la bouche de son fils. Il comprenait que son fils lui criait au secours, et il ne pouvait pas le secourir. Il était venu à la frontière pour trouver lui-même un peu d'aide, car il était tout seul en ce monde, et ce monde sombrait aussi. Jacques gisait sous terre, on était seul, on voulait revoir son fils encore une fois, le fils était seul aussi. Il était peut-être plus près du naufrage du monde, parce qu'il était plus jeune. Que la vie a donc toujours été simple, se disait le préfet. À toutes les situations correspondait une attitude déterminée. Quand votre fils venait en vacances, vous lui faisiez subir un petit examen. Quand il devenait sous-lieutenant, vous le félicitiez. Quand il vous écrivait ces obéissantes lettres où il y avait si peu de choses, vous lui répondiez par quelques lignes mesurées. Mais comment se conduire quand votre fils était ivre, quand il vous criait père, quand quelque chose en lui vous criait père? On a une lueur d'espoir quand Charles-Joseph commence à entretenir une relation avec une femme qui habite à Vienne et il lui rend régulièrement visite à Vienne, sauf qu'en réalité, il s'endette encore plus pour pouvoir lui offrir des cadeaux et être digne de cette femme. Et on sent Charles-Joseph seul, absolument seul. Il n'a aucun cercle proche, il n'a personne à qui parler et lui-même serait a priori incapable de parler et de s'aider lui-même finalement. Et arrive évidemment le moment où les créanciers lui demandent de s'acquitter de ses dettes. C'est une somme immense. Je ne sais plus combien c'est dans le livre, mais c'est vraiment démentiel. Là, il fait un appel à l'aide à son père, parce qu'évidemment, il ne peut pas payer avec avec son salaire de militaire. Et son père retourne ciel et terre pour essayer de l'aider. C'est vraiment assez bouleversant et il ne se dit pas « non, mon fils, débrouille-toi ». Au contraire, il convoque déjà, il essaye de réunir la somme par lui-même auprès de ses amis. Et comme ça ne suffit pas tellement la somme est démentielle, il décide de demander une entrevue à l'empereur lui-même pour lui demander de l'aider. Et on suit la lutte interne du père qui a envie d'aider son fils, mais qui en même temps est très loin de tout, comme je l'ai dit, la détresse psychologique, il ne la voit pas dans son entièreté. Donc il va l'aider avec de l'argent, ses dettes, c'est bon, sont effacées, mais il n'arrive pas à l'aider au-delà. Et Charles-Joseph, finalement, reste seul dans la garnison. Et il y a énormément de passages où le père a envie de dire à son fils qu'il l'aime, il a envie de l'aider au-delà, mais quelque chose, finalement, l'empêche de le faire. Il n'arrive pas à dire à son fils qu'il l'aime, ça le déchire et ça va continuer à le déchirer jusqu'à la fin du livre. C'est un échec terrible et on sent qu'en fait, rien ne peut aider Charles-Joseph. Tous, finalement, que ce soit le grand-père, le père ou le fils, sont des personnes normales, victimes de circonstances. On est loin du roman avec des personnages flamboyants par leurs actes qui nous inspirent. Le grand-père a été plus ou moins un héros de circonstances et quelqu'un qui n'a jamais accepté d'être adoubé et de passer dans une autre classe sociale. Le père est un bon fonctionnaire, il fait le maximum pour aider son fils en tant que père avec les moyens dont il dispose. Le fils n'est pas un héros, c'est pas un personnage extraordinaire, c'est pas quelqu'un de fort ou brillant, mais c'est quand même quelqu'un à qui on s'attache car il est beaucoup plus facile, selon moi, de se reconnaître dans un personnage tel que le fils que dans des héros flamboyants. Et oui, c'est un individu qui a eu des facilités par rapport à son histoire familiale, mais finalement, rien n'a pu l'aider, rien n'a pu le sauver,
Je n'aime pas du tout la conclusion qu'on voit écrite un petit peu de partout sur ce livre, que la bénédiction de l'empereur est devenue une malédiction qui frappe la famille. Parce que déjà, dans le livre, peu de gens sont au courant de l'histoire des von Trotha, car ça a été supprimé des livres, même si encore une fois ça existe dans l'histoire militaire. Au final, ce sont plutôt des individus faillibles, dans un contexte propice à les faire sombrer. La grâce accordée par l'empereur aux Trotha est finalement presque anecdotique. Cet anoblissement n'a pas été la condition d'un grand destin d'une lignée entière, mais plutôt d'un enchaînement de circonstances qui ne peuvent être anticipées. Un peu à la manière de Tolstoï selon moi. Dans Guerre et paix, c'est vraiment la somme des circonstances tout à fait fortuites qui fait l'histoire et non pas les décisions individuelles des personnes. Au début, j'ai trouvé le livre un peu lent, j'ai trouvé des passages assez difficiles, comme ceux où le jeune Charles-Joseph devient alcoolique, ça m'a vraiment perturbée. Et en même temps, c'est pour le mieux, car ça contribue à questionner le rapport qu'on entretient aujourd'hui aussi avec l'alcool au quotidien, notamment sa dimension festive et sociale avant tout. Et là où Joseph Roth m'a vraiment impressionné, c'est sa capacité en fait à manifester ce que j'appellerais les signaux faibles du déclin de l'Empire austro-hongrois par des éléments qui sont étroitement liés aux personnages eux-mêmes. Pour vous donner un exemple très concret d'un personnage dont je n'ai pas encore parlé, le père, donc le préfet, a un domestique qui s'appelle Jacques, qui était le domestique de son père avant lui. Et en fait, Jacques, du jour au lendemain, va avoir une maladie. Et ce changement est un bouleversement pour le père qui se rend compte, qui se prend en pleine face, la non-immuabilité des gens et des choses. Car Jacques fait partie de sa vie, de son quotidien, il est nécessaire à son quotidien. Il est une encre qui est nécessaire à son bon fonctionnement, à sa vie, que sa vie reste la même en fait. Et il y a aussi plein de signaux faibles avec l'évolution aussi le déclin de la rigueur militaire entre la beauté de la marche de Radetzky au début du livre qui va emplir la place de la ville, à en fait ce monde militaire qui ne fait même plus d'entraînement, qui est en déclin complet, qui est dans un état d'alcoolisme et de jeu aux confins de l'Empire, et qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Avec en plus la question de, en temps de paix, quel est le rôle d'une armée, finalement, qui est contrebalancé par le fait qu'à la fin du livre, l'héritier de l'Empire austro-hongrois se fait tuer, donc à Sarajevo, ce qui va déclencher, comme on le sait, la Première Guerre mondiale. Et le cœur de l'histoire et la modernité du livre, ce sont les relations père-fils, l'importance de se parler, de mettre les émotions au centre d'une relation humaine, de s'écouter, de s'aider. Et en fait, c'est le meilleur livre au monde, toute proportion gardée par ailleurs, pour illustrer à quel point le patriarcat et les notions de virilité, d'honneur, du fait justement de ne pas communiquer, sont dangereuses pour les hommes eux-mêmes. Et à quel point les hommes sont coincés, sont victimes de ce système qui les met dans des situations d'isolement, soit encore une fois contextuelles, physiques, mais aussi dans la communication. Pour revenir à ce que je disais au début de la vidéo, on pourrait reprocher à ce livre de n'avoir que très peu de femmes dans le livre, ou de les traiter d'une manière assez particulière, après, qui pour moi reflète aussi la place des femmes dans la société de l'époque. Je pense que, encore une fois, le contexte est important. Mais finalement, quand j'y ai pensé, je me suis dit que l'absence totale ou presque totale de personnages féminins, tant mieux, car ça illustre encore plus là où Joseph Roth, selon moi, nous amène sur cette toxicité des relations masculines qui ne parlent pas d'émotions, qui ont du mal à communiquer, que ce soit entre les générations, mais aussi à l'intérieur même d'une génération. On a un exemple entre le père et un des amis qu'il se fait, qui jouent, ils ont l'habitude de jouer aux échecs ensemble tous les dimanches, il me semble, et en fait, le père n'arrive pas à lui parler, jusqu'à un moment où, il vient quand même lui demander de l'aide, tellement il est complètement perdu par ce qui arrive à son fils. Et pour l'anecdote, Joseph Roth est le premier, selon Wikipédia, à avoir incarné un personnage réel historique, donc l'empereur, un personnage en plus de sa génération et pas de générations passées, dans un livre de fiction. Il y a des passages où il fait vivre l'empereur, où il en fait un personnage de fiction. Et c'est assez surprenant à la lecture, mais ça ajoute encore une autre touche d'originalité au livre qui rajoute pour moi un attrait supplémentaire. L'empereur était un vieil homme, c'était le plus vieil empereur du monde. Autour de lui, la mort traçait des cercles. Elle fauchait. Déjà, le champ était entièrement vide, et seul, l'empereur s'y dressait encore,
telle une tige oubliée, attendant. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un livre qui m'a énormément surpris. Je ne m'attendais pas à une telle modernité de thème et cette précision et cette complexité des personnages masculins. Pour moi, il mérite une lecture réactualisée et surtout m'a fait me poser la question de manière plus globale, quels sont les livres qui, selon vous, mériteraient en fait une lecture réactualisée avec des clés de lecture actuelles qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà été face à des livres comme ça? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que ça vous inspire certains livres? Je suis très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que ce format vous a plu, j'espère que la réflexion vous a plu aussi. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ou une nouvelle vidéo, déjà c'est pas mal. On va pas mettre la barre trop haute non plus. Allez, à bientôt!